Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, c'est pas un épisode terrain, mais c'est un épisode encore une fois opérationnel. J'ai décidé durant tout l'été justement de te donner vraiment un max de tips pour t'aider à ton tour à passer à l'action. Pour récap, la semaine dernière, on a vu ensemble les 5 chiffres à analyser avant d'aller visiter pour optimiser ton temps. Justement, donc voilà, il y a toute une série de podcasts durant l'été. Si tu découvres mon contenu, si tu l'apprécies, eh bien moi, écoute, j'apprécierais fortement des encouragements de ta part en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou bien la plateforme de ton choix. Un petit commentaire en DM sur Insta, ça me fait toujours plaisir. Et puis encore une fois, tu peux également le partager cet épisode ou bien d'autres épisodes à des amis, à des proches qui s'intéressent de près ou de loin au sujet de l'investissement immobilier. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu l'étape critique d'un projet immobilier, enfin étape qui peut être critique, j'ai envie de dire ça comme ça, à savoir le financement bancaire. Alors, le banquier me hérisse le poil, la banque ne va jamais me suivre ou alors avec mon salaire, je peux rien faire. Et vous pourrez me féliciter pour la petite rime. Ça, c'est des discours finalement que je vais entendre assez souvent. Franchement, à chaque fois que je vais réseauter, soirée investisseur, des conférences que je vais faire, j'ai une personne sur 4 qui va me dire qu'elle est bloquée par la banque ou plutôt qu'elle croit être bloquée par la banque. Alors, j'ai essayé un petit peu de te démystifier tout ça pour te montrer pourquoi la banque n'est pas ton vrai problème et pourquoi quand le deal est bon, le financement est censé suivre également. Alors déjà, on va regarder un petit peu le constat, c'est pourquoi est-ce que tu crois aujourd'hui que la banque est le problème ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas voir ton banquier et tu lui dis, je veux investir dans l'immobilier. Et puis là, il va te regarder, il va soulever les sourcils, là, il va te regarder bizarre. Et il va parler de ton taux d'endettement en mode, écoute Michel, t'es bien gentil, mais aujourd'hui, avec ta femme et tes 2 enfants, t'es à 42% de ton taux d'endettement, donc je vais pas pouvoir aller plus loin. Ou pire, tu n'y vas même pas parce que tu te convaincs finalement tout seul que ça ne passera pas. Alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te sembler contre-intuitif, mais tu vas voir la banque sans projet. Ou alors avec un projet bancal et la banque forcément, elle fait son boulot et dit non au mauvais projet ou je dirais plutôt aux mauvais porteurs de projet également. En fait, la banque, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'ordre dans lequel tu vas faire les choses. L'erreur classique, c'est d'aller voir la banque en premier et de lui demander combien tu peux emprunter. Mais la bonne question, c'est pas combien tu peux emprunter, c'est combien de combien entre guillemets le bon deal a besoin. Alors, je vais un petit peu nuancer tout ça quand même parce que forcément, en fonction de tes revenus, de ton épargne, etc., je te parle même pas de ton profil investisseur, de ta stratégie qui sont indépendantes et qui font partie de ma méthode DPI. Mais forcément, que tu gagnes 3 000 euros, 5, 8 ou 15 par mois et que tu aies 10, 20, 50 ou 100 de côté, tu ne vas pas pouvoir prétendre au même projet. Donc c'est pour ça que moi, sur les élèves que j'accompagne, je l'ai fait quand même en amont. En début d'accompagnement, faire revalider une capacité d'emprunt par un courtier dédié aux investisseurs, un courtier partenaire, parce que ça me permet en fait de qualifier le projet, de savoir si on peut dans les grandes lignes emprunter 250, 350, 500 ou bien 100 000. Donc voilà, donc c'est quand même important d'avoir une ordre d'idée, mais on ne va pas faire toc-toc à la banque tout de suite.
Donc, il faut comprendre déjà, faut se dire pourquoi est-ce qu'une banque va prêter. C'est quoi le but d'une banque? Le but d'une banque, c'est de gagner de l'argent forcément, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, de ne pas en perdre également. Et une banque veut être sûre d'une seule chose, c'est d'être remboursée. Le banquier, en soi, il s'en bat un peu les couilles de toi, on va pas se mentir. Il s'en fiche de ton rêve de construire un gros parc immobilier, etc. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que monsieur, madame en face de moi, je vais être en capacité de récupérer mon pognon si jamais il y a un couac. Si le projet est bon, tient la route, est cohérent et forcément si toi derrière, tu lui montres que tu es la bonne personne pour piloter ce projet, elle va te prêter de l'argent. Si le projet est mauvais ou bien si elle perçoit finalement que la prise de risque est trop importante par rapport à ton niveau et ton expertise, elle refuse. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que demain, quand j'ai des élèves qui vont être débutants, je vais pas forcément. Alors, je te prends l'exemple pour moi du projet le plus, peut-être pas alors, on va dire le plus complexe qui existe aujourd'hui sur le marché. Quand on est investisseur et qu'on veut faire du locatif, le plus complexe va être, selon moi, de faire une division. Il y a des divisions de maisons pour créer un immeuble de rapport. Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes d'urbanisme. Et si un banquier, il voit un petit débutant qui arrive, qui va faire ça, alors même si c'est carré en termes de chiffres et tout, si ça tient la route, il est en droit de se dire, non, le projet, il est trop gros au vu de votre niveau. Commencez d'abord par un appart, une coloc, j'en sais rien, enfin peu importe, un projet un peu plus petit pour ensuite monter en compétences. Et dernièrement, je conversais justement avec quelqu'un, j'ai organisé une soirée, un after-work IMO, on va dire, sur Rennes. Et cette personne que j'ai rencontrée m'a dit justement qu'elle était sur un dossier où il y avait beaucoup de travaux et qu'elle n'était pas suivie par les banques. Et au fond de moi, je me disais, en soi, je comprends. Le projet, il est beaucoup trop... il est mal dimensionné par rapport à ton niveau. Tu vas soulever quasiment 400 ou 500 000 euros, je ne sais plus. En fait, tu as acheté un appart avant. Enfin, c'est décorrélé, c'est pas logique. Donc voilà, il faut vraiment comprendre cette logique-là également. Il faut dimensionner le projet à la hauteur de ton niveau et de ton épargne et de ta capacité financière finalement. Donc la banque, elle va regarder 4 choses. Elle va déjà regarder ta stabilité professionnelle. Est-ce que tu es en CDI? Est-ce que tu es fonctionnaire? Est-ce que tu es à ton compte, chef d'entreprise, freelance, etc. Quelle est ton ancienneté? Voilà, donc déjà, si tu es salarié en CDI, ou je dirais même mieux encore fonctionnaire, tu as déjà un avantage que 90% des entrepreneurs n'ont pas. Ensuite, ton taux d'endettement. Deuxième ratio très important, cette histoire des 35% de taux d'endettement. Mais attention, contrairement à avant, où avant on avait une règle de calcul un peu différente, les loyers futurs vont compter également dans ton calcul. Et enfin, il reste 2 choses. Ce qui va être également hyper important, c'est ton reste à vivre. Ce qui va te rester après les charges. Si tu as 3 000 euros de salaire avec 500 euros de charges parce que tu vis chez papa-maman, tu as de la marge. Et ça, c'est quelque chose également que les banques vont vraiment regarder. L'idée, encore une fois, la banque, elle est là pour 2 choses. Être sûre de se faire payer. Et comment elle est sûre qu'elle se fasse payer? C'est que tu ne sois pas un porteur de projet à risque. Donc voilà, si tu as le couteau sous la gorge en cas d'impayé ou quoi que ce soit, elle est là aussi sur le papier pour te protéger. Je te redonne un petit exemple. On va remonter en 2017, quasiment 10 ans en arrière. Il y a 10 ans de ça, j'étais porteur de projet en ce qui me concerne sur une start-up dans les lunettes. Dans mon ancien métier, je voulais lancer une marque de lunettes en impression 3D. J'avais vraiment bossé beaucoup, quasiment 1 an et demi sur le sujet. Parce qu'il fallait faire des prototypes, bref. Une belle expérience entrepreneuriale forte, vraiment en apprentissage. Et quand j'ai commencé à aller pitcher mon projet aux banques, j'ai eu des refus. Et là, en fait, le banquier, à chaque fois, il prétextait projet pas assez mature. Il me mettait un petit peu il me mettait des stops et puis il me donnait des pistes. Et en fait, je me souviens encore avec mon premier refus,
J'étais revenu, je me revois encore dans le jardin de mes parents. J'étais mais fou furieux. Je me dis mais comment ils croient pas en moi, mon projet il est mortel, machin truc, etc. J'étais vexé en fait. Et avec du recul, et c'est pareil, c'est avec de l'expérience, de la maturité, mais c'est venu assez rapidement quand même. J'ai remercié ce banquier de pas m'avoir prêté cet argent. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais pas prêt pour porter un projet comme ça. Et je pense que même si c'était un projet qui était prometteur et qui a des grosses marques dans la lunetterie qui se sont mis à faire des lunettes en impression 3D un petit peu avec le concept que je voulais sortir, je l'ai remercié parce qu'au final, je me serais cassé la gueule. Et je pense que les conséquences auraient pu être beaucoup plus dramatiques. Donc voilà. Donc si la banque te dit non, c'est que potentiellement, le projet n'est pas au beau moment pour toi. Et enfin, donc la quatrième chose qu'elle va regarder, c'est justement la qualité de ton projet. C'est là que moi, justement, la méthode DPI va faire la différence parce que tu vas présenter justement un dossier avec des chiffres qui vont être solides, un bien qui va être acheté en dessous du prix du marché avec une exécution des travaux qui est déjà prévue, anticipée et chiffrée, avec des loyers qui vont être réalistes et encore une fois avec un projet qui va être dimensionné par rapport à la personne que tu es, par rapport à ta situation. Et quand tous ces éléments sont alignés, la banque, elle a 80-90% de chances de te dire oui. Alors, les 10 ou 20% restants, ça va être quoi? Ça va être forcément les contreparties que tu seras prêt à mettre en face. Si demain, la banque te demande de mettre 10% d'apport et toi, tu dis non, excuse-moi, mais tu es juste débile. Et ça vraiment, il faut arrêter de rester, j'allais dire, jusqu'en 2021-2022 où c'était un peu les crédits illimités, on pouvait emprunter sans apport. Aujourd'hui, c'est OK de mettre de l'apport. Ça montre que tu t'engages dans ton projet, ça montre que, que tu y crois, que tu es sérieux, que tu as de l'épargne, etc. C'est un très bon signal. De la même façon, domicilier un salaire, ouvrir une assurance vie, ouvrir une PNO, prendre des cartes bleues, etc. Ça va améliorer ton scoring et ça va justement te permettre de marquer des points aux yeux de la banque. Et il faut te dire en fait que le banquier aujourd'hui, c'est un commercial, c'est quelqu'un qui a des objectifs et que toi, en tant que client, c'est une relation gagnant-gagnant pour justement faire en sorte, monsieur le banquier, vous avez besoin de quoi? Ok. Moi, je suis prêt à mettre ça en face, etc. Et moi, c'est une des premières choses finalement que j'ai apprises à l'époque, dès 2020, c'est cette relation gagnant-gagnant entre un banquier et un prospect. C'est ce qui m'a permis, entre 2020 et 2023, le début 2023, juillet 2020, février 2023, de soulever plus d'1 million d'euros de crédit avec ma femme. Et on gagnait à l'époque 4 000 euros à deux. On avait nos 2 enfants. Donc sur le papier, on n'était pas non plus, on n'était pas des personnes à gagner des milliers et des cents. Et néanmoins, on a réussi en appliquant cette méthode justement à soulever du crédit immobilier. J'espère que tu vois le lien un petit peu de tout ça vis-à-vis encore une fois de ma méthode. La méthode DPI, c'est acheter au bon prix avec un coût total de projet qui est maîtrisé, un secteur qui va être bon, avec un excellent dossier bancaire forcément. Et la banque, elle va te dire oui parce que les chiffres déjà en amont, ils disent oui. Et finalement, c'est pas ton salaire in fine qui va convaincre la banque, c'est la qualité de ton projet. Alors, je vais te donner un petit peu des exemples. Et j'en parle souvent de ces exemples-là. Alors dernièrement, en ce qui me concerne, mon immeuble avec coût global projet 225 000 euros, un achat à près de 58% en dessous du prix de marché et un cash flow immédiat à près de 700 euros. Enfin, je veux dire, les chiffres, ils sont tellement solides que le dossier bancaire, il se défend tout seul. Quand tu poses ça sur le bureau d'un banquier, c'est lui qui a envie de te suivre. Et il y a une autre notion qui est très rarement évoquée, je ne sais même pas si tu l'as déjà entendu, c'est ce qu'on appelle la marge hypothécaire. La marge hypothécaire, c'est quoi? C'est demain ton projet, il revient à 225 000, c'est combien vaut ton immeuble, ou enfin ton appartement, peu importe. Si ton projet, vraiment, une fois les travaux réalisés, il en vaut
je dis n'importe quoi, dans mon cas, j'ai un coût total à 225. Si j'arrive à montrer par A plus B que le projet, il en vaut 300 sur le marché, la banque, en fait, elle prend aucun risque. Elle te prête de l'argent, mais elle sait très bien que si tu es défaillant, elle peut le revendre et il y a encore de l'argent en plus-value latente. Et ça, c'est des choses hyper importantes également à comprendre et à maîtriser. Quelqu'un qui va acheter, un projet, enfin qui va faire un projet immobilier où tu as un coût de travaux qui est supérieur au foncier, au prix d'achat, c'est compliqué. Je te réillustre ça avec un autre exemple d'un client, enfin d'un élève, peu importe, que j'ai sur Brest, dans le Finistère, Jérémy, qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast. Donc Jérémy, quand je l'ai rencontré en conférence à Brest, c'était en mai, je crois, 2025, avril-mai 2025. Il vient me voir en fin de conférence, il m'explique son projet. Il me dit, Jérôme, j'arrive pas à me faire financer, je comprends pas, mon projet il tient la route. C'était un immeuble sur lequel il faisait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 appartes de mémoire qu'il achetait à un prix dérisoire par rapport au prix de secteur. Donc il était quasiment à moins 70% au prix de marché par rapport au volume. Et par contre, avec une enveloppe travaux, je vais te dire un truc du genre, c'était 240-250 000 euros. Et moi, par rapport au projet qui me pitch, je dis maintenant il y a une coquille, là il y a une coquille. Je comprends pas. Déjà je comprends pas ton enveloppe travaux que je trouve pas cohérente, etc. Bon bref, il m'envoie les éléments, il m'envoie son dossier de présentation, il m'envoie finalement le devis travaux, etc. Et j'ai rapidement compris pourquoi les banques ont dit non, parce que en fait la façon dont il présentait son projet, déjà son dossier bancaire c'était c'était une bible. C'était un dossier qui faisait 30 pages, 40 pages. Enfin, c'était imbuvable. À vouloir bien faire les choses, il en avait trop fait. Et il n'avait pas mis en évidence les points forts du projet. Il en avait fait des tartines sur leur situation, machin, les points forts du couple, etc. Donc déjà, le dossier bancaire, on l'a retravaillé. Et la deuxième chose, ça a été finalement son devis travaux, son enveloppe travaux, qui était beaucoup trop importante par rapport justement au projet en tant que tel. Et en fait, ça faisait peur aux banquiers qui se disaient, mais en fait, non, il y a beaucoup trop de travaux par rapport au prix d'achat du foncier, etc. Donc, bon, il se faisait un peu ouvrir en deux sur ses premiers devis. Donc, je l'ai mis en relation avec des partenaires locaux sur lesquels on a gagné, je crois, 60 000 euros sur les travaux. Donc, pas déconnant quand même. Et c'est ce qui a permis de faire passer son dossier en financement. Il a eu son prêt et là, il est en travaux depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est important vraiment de comprendre ça. Et j'ai, de toute façon, des exemples, j'en ai plein. Un des derniers exemples en date que tu retrouveras également sur ma chaîne YouTube, c'est Camille, sur lequel elle a fait un dossier, un immeuble de 4 lots. Elle avait déjà 2 appartes, mais 2 appartes pas très bien achetés précédemment, coût de revient supérieur au prix de marché. Bref, c'était pas incroyable, on va dire. Donc la banque, forcément, elle commence à hésiter. Et là, finalement, en appliquant pareil la méthode DPI avec un bon projet sur un bon secteur, un projet qui est maîtrisé avec des chiffres cohérents, et finalement, elle a pu continuer à réemprunter alors que c'était hyper mal barré. Et ce qui a fait la différence, in fine, c'est vraiment la qualité du produit et du projet que Camille a pu trouver grâce à la méthode DPI. Donc, finalement, c'est quoi les erreurs qui font dire non à une banque ? Déjà, c'est d'y aller sans un dossier préparé. Le banquier, dis-toi qu'il voit 10 projets par semaine. Si le tien, il n'est pas carré, il passe au suivant. Ensuite, ça va être présenter un rendement qui va être irréaliste. Si tu annonces du 15% de renta alors que le marché local, il est à 8 ou 6, le banquier, il le sait, il n'est pas débile et tu perds clairement en crédibilité. Ensuite, troisième erreur, c'est de ne pas intégrer les travaux dans ton budget. Le banquier, il le voit. T'as oublié 40 000 euros sur ta toiture, Jérôme ? Et ton projet, du coup, il n'est pas carré, il n'est pas sérieux. Ensuite, une autre erreur, c'est potentiellement ne voir qu'une seule banque. Si ta banque te dit non, c'est pas fini. Il y en a plein des banques dans ta ville ou même dans ton département. Et si tu fais appel à un courtier également,
il peut lui te faire gagner du temps et en contacter également plusieurs en parallèle. La plupart du temps, les courtiers ont également des relations privilégiées avec des directeurs, ce qui peut fortement faciliter ton financement. Et enfin, l'autre erreur, c'est d'y aller trop tôt alors que tu n'as pas le bon projet en face de toi. Une fois que tu as le projet, que c'est maîtrisé, que c'est présentable et que c'est carré, tu peux aller chercher du financement et il ne faut pas faire l'inverse. Donc, si je te récapitule un petit peu ce qu'il faut faire concrètement. La première étape, ça va être trouver le bon deal, le bon projet à travers la méthode DPI. Ça, c'est la base de tout. La deuxième étape, c'est quoi? C'est monter un dossier qui va être propre avec des tableaux de chiffres qui vont être clairs, le coût total du projet qui est maîtrisé, des loyers sourcés, de la preuve, de la data et un cash flow qui va être projeté. La troisième étape, contacter un courtier ou bien 3-4 banques en parallèle. Clairement, le courtier, ça ne va pas te coûter beaucoup, mais par rapport à ce que ça va te faire gagner en temps et en énergie, ça vaut, à mon sens, c'est assez intéressant, à moins que tu aies du temps à passer sur ta recherche bancaire. En tout cas, moi, je suis adepte aujourd'hui de passer par courtier, en tout cas quand on a un emploi du temps assez compliqué. La quatrième étape, c'est être transparent, montrer potentiellement les risques liés au projet et comment tu vas les gérer. Le banquier préfère quelqu'un qui va te dire « j'ai intégré un risque », encore une fois, je prends l'exemple de la toiture, à 15 000 €, plutôt que quelqu'un qui dit « non, tout est parfait ». Donc alors en conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que c'est pas la banque ton problème c'est d'arriver devant elle avec un mauvais projet. Ça, j'espère que tu l'as compris parce que si ton deal il est bon, le financement il va suivre. Donc dans le prochain épisode, on va voir ensemble l'objection numéro 1 que j'entends en conférence, quand je rencontre des gens, quand je fais des immersions, des after-work, IMO, etc. La première chose que j'entends, c'est pas le bon moment. Je vais te montrer à quel point cette phrase va te coûter cher. Et spoiler alert, c'est beaucoup plus que ce que tu ne crois. Alors abonne-toi maintenant à cette chaîne, La Fabrique des Investisseurs, à cette émission que j'anime depuis maintenant plus de 5 ans. Partage-la également à quelqu'un qui pense que la banque lui dira non. Et on va se retrouver très vite donc dans le prochain épisode où on va décortiquer c'est pas le bon moment, cette phrase qui te coûte 50 000 balles minimum. Et voilà, si tu as kiffé cet épisode, n'hésite pas encore une fois à le liker, à même me partager, me taguer en story, ça me fait toujours plaisir. Me mettre une note 5 étoiles et tu retrouveras également en barre de description toute l'aide que je peux t'apporter, que ce soit à travers du contenu encore gratuit, des masterclass sur YouTube à travers des appels stratégiques ou autres. Tu as tout ça dans la barre de description. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Jérôme. Ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.